Nous voici à ce que j'appelle ma découverte la plus importante, qui à mon avis va être vraiment retentissante, puisque j'ai élucidé en grande partie le rôle des menhirs et des temples de Malte. Et cette fois-ci, je peux l'affirmer avec conviction et avec certitude, puisque les preuves sont énormes. Je dirais que la découverte la plus intéressante que j'ai pu faire jusqu'à maintenant est que les seuls menhirs de l'île de Malte se trouvent dans l'axe des temples. Comme vous pouvez voir sur la photo de droite, j'ai fait une capture d'écran de Google Earth. En fait, si je pars du menhir Marmora et que je prolonge son axe, j'arrive directement ici. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment en plein dessus. Et de l'autre côté, on arrive au niveau de l'hypogée Al-Safieni, et plus particulièrement devant un trilithe énorme, absolument énorme, et il se trouve que lui-même est dans l'axe de ce temple. En bonus, l'angle entre le menhir et le centre du temple est de 52,36 degrés. Et allez, on va aller un peu plus loin, il y a aussi 15 miles, 13 miles nautiques, et puis une valeur ronde en yard anglais. Donc je pense que ça suffit largement pour dire qu'il y a une relation entre le menhir Marmora et le temple sud, le temple méridional de Gantia. Probabilité de hasard faible, je dirais même infime. Alors, dans ce deuxième exemple, on peut voir cette fois-ci le temple Taagrat qui projette des rayons de lignes pour aller dans des directions bien spécifiques. Elle pointe en direction d'autres endroits. Le premier trait vers le menhir Kirkop, qui, comme je l'ai expliqué avant, est orienté principalement avec l'abside du fond, puisque le temple est légèrement incurvé, légèrement courbé. Donc, l'entrée ne se situe pas dans l'axe, mais la partie du fond, oui. En haut à gauche, nous avons l'église Meliéa, et en haut à droite, un dolmen qui se trouve au niveau de Shemshia. Donc le temple principal se trouve sur l'axe du menhir Kirkop, qui par ailleurs est aussi aligné avec le temple Shkorbei avec l'un des deux temples de Cordine 3. L'abside de gauche du temple en trèfle est parfaitement alignée avec le long axe menant jusqu'à l'église de Meliha. Vous allez voir, c'est flagrant. L'abside de droite semble être parfaitement orientée vers ce que j'identifie comme étant un dolmen sur le site de Shemshia, au nord-est de l'île. Et je tiens à préciser que j'identifie la structure comme étant un dolmen depuis Google Earth parce que j'ai pas eu de photos me permettant de confirmer que c'est bien un dolmen. Mais vous allez le voir dans la démonstration, ça ressemble beaucoup à un dolmen. Eh bien, il se trouve que j'ai trouvé un des seuls éléments d'ordre astronomique ici, puisqu'en fait, entre l'entrée de ce temple et le dôme de l'église Méliéa, nous avons exactement 13 cycles solaires. C'est 365,5 fois 13, 4748 mètres. Et vraiment très précisément. Et ici, donc, je pense qu'on a un calendrier lunisolaire, calendrier solaire à gauche, calendrier lunaire à droite. C'est ma supposition, mais j'ai pas trouvé de lien pour l'instant avec le dolmen Shemshia. Mais ce serait logique, en fait, pour moi. Ce serait logique. C'est une des vraies relations astronomiques que j'ai trouvées par calcul, hein, pas véritablement en observant le lever et le coucher des astres. Probabilité de hasard complètement nulle. Et nous en arrivons maintenant au point culminant de mes découvertes. Et là, je vais parler à l'affirmatif, parce que c'est incontestable. En fait, je pense avoir compris le rôle des temples de Malte. Je sais, c'est une sacrée révélation, puisqu'ils font partie des temples les plus mystérieux au monde. Là, je pense avoir percé une partie de leurs secrets. Je veux pas me lancer des fleurs ou jeter des louanges, mais quand j'ai découvert ça, j'ai mieux compris également le rôle des églises. Et en fait, j'ai fait deux coups en un, on peut dire, puisque je me suis rendu compte que les églises de Malte avaient le même rôle que les temples. Et je vais vous montrer ça maintenant.
En fait, j'ai découvert que ce menhir, le menhir Kirkop, était aligné sur trois temples. Déjà, le premier, bah ça je vous l'avais montré, c'est l'un des deux temples de Cordine 3, celui qui est là. Si je prolonge le trait, on arrive là. On arrive dans l'axe de l'abside. Vous voyez? Là, on est vraiment dans l'axe, hein. Pour moi, c'est assez clair. Et en plus de ça, bah, si je me mets au début de l'arc de cercle, à savoir ici, un petit peu avant, à cet endroit, voilà, à cet endroit, au niveau de la première pierre de l'arc de cercle, si je divise cette valeur, bon là c'est un récapitulatif parce qu'on l'a déjà vu celui-ci, c'est pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Si je divise 4188,8 par 0,5236, eh bien j'obtiens 8000 coudées royales. Juste à l'entrée de l'arc de cercle, et en plus le menhir est aligné dessus, donc premier résultat intéressant. Et ben j'ai découvert autre chose d'intriguant, c'est que cette église-là, comme vous pouvez le voir, elle suit pas du tout le plan damier de la péninsule, ou de la presqu'île. Vous voyez, tous les bâtiments sont situés en angle droit. On voit bien les lignes droites, les longues, longues, longues lignes droites qui provoquent des intersections perpendiculaires. C'est le concept du plan damier. Et ben cette église n'est absolument pas orientée selon ces principes-là. Alors je me suis dit, il doit bien y avoir une raison. Et ben donc ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de l'entrée, ici, et donc j'ai tracé mon trait pour voir où est-ce qu'elle pointait. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je suis arrivé en face, je suis tombé aussi sur ce temple de Cordine 3. Exactement le même qui est en relation avec le menhir Kirkop. Et ici, en fait, je pense que on a une sorte de transfert d'énergie. Le menhir propulse l'énergie dans ce temple et l'autre église propulse son énergie ici dans ce temple. On transfère l'énergie autour. Là, c'est pas tout, parce que quand on va en pied, là vous le voyez, hein, c'est très net. On a 5000 pieds, exactement, au niveau de l'entrée du temple. Donc 8000 coudées royales, 5000 pieds, sachant qu'à cette époque, le pied et le yard anglais étaient les unités de mesure les plus utilisées. Et ben regardez, alors attendez, hop, je retire le repère, et ben notre église elle pointe dessus. Voilà, vous voyez comme ça, je descends, et boum, on arrive ici. Donc seconde chose très intrigante, mais c'est loin d'être terminé. Je vais rester pour l'instant dans mes relations avec ce menhir-là. Je reprends mon outil règle. Tac. Je pars du pied du menhir.
Ça aussi, on l'a vu, c'est le premier cas d'alignement que j'ai recensé. Quand je monte au nord-ouest de l'île et que j'arrive au niveau du temple de Shkorba, et ben il se trouve que le menhir est situé en plein dans l'axe. Voilà, tac, on voit bien ici. Il se situe dans l'axe du temple. Je vais incliner l'image. Et c'est le plus ancien temple de l'île. En certes, j'obtiens pas des valeurs significatives en mètres, mais ici, j'obtiens quand même 6213 mégalithiques à l'entrée. Et les temples auraient en fait un type d'énergie bien particulier. Les menhirs capteraient l'énergie électrique du soleil grâce à ces composants, puisque la plupart des pierres levées sont faites en granit. Et dans le granit, il y a des cristaux de quartz. Et les cristaux de quartz amplifient tout ce qui touche. Et tout ce qui les touche. Puisqu'en l'occurrence, c'est le soleil. Et cette énergie électrique, eh ben, elle est exploitée de manière complètement naturelle. Ce qu'on appelle une forme d'énergie libre. Et c'est pour ça que c'est assez exceptionnel. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça la finalité. Parce que là, on pourrait se dire, ce ne sont que des traits, c'est que de la géométrie, que des choses qui vont rien nous apporter. Mais là, par contre, ce que je vous dis, c'est très important. C'est qu'en fait, faut pas considérer ces traits simplement comme de la géométrie, simplement comme des nombres, mais comme des rayons d'énergie qui se diffusent entre chacun des temples. Et que l'énergie électrique rejoint l'énergie magnétique des temples pour créer des points électromagnétiques. Et c'est pour ça que les gens, quand ils se rendent à ces endroits-là, ils ressentent des énergies. Et là, bah, il se trouve que quand je suis là, bah, ça donne 40 000 pieds druidiques ou 40 000 pieds métriques, à savoir la valeur du tour de la Terre, et donc c'est dans l'axe du temple. On a trois temples qui sont en relation avec ce menhir. Et ben notre petit menhir Tamar Mora, qui est isolé, lui aussi a un rôle très important à jouer. Parce que quand je pars de lui, et là ça va être encore plus impressionnant compte tenu de la distance. À chaque fois on est sur 7 km, 7-8 km, quoi. Il faut se rendre compte par rapport aux moyens de l'époque. Là on parle d'une époque qui remonte à 5000 ans, si ce n'est plus. Et ben il se trouve que si je vais sur l'île de Gozo et que j'oriente ce trait vers les temples Gyantia, le temple méridional, donc le temple plus à l'ouest, se trouve parfaitement dans l'axe du menhir. Et donc ça vient confirmer le rôle des menhirs et pourquoi il y en a si peu sur l'archipel. Voilà, on est en plein dans l'axe. En plein dans l'axe du temple. Et en plus, on a 79 500 pieds pour 26 500 yards quand on arrive dans la salle principale. Et là, quand je traverse, de part en part ce temple, on est parfaitement dans l'axe. Je vais, hop, juste un petit peu ajuster mon trait. Voilà. On se trouve vraiment parfaitement aligné avec le temple. Et c'est pas le fruit du hasard. Je vais le repositionner un peu avant. Voilà. 26 500. Alors la première question qu'on pourrait se poser, c'est où est-ce qu'amène
ce second temple. Et ben justement, il se trouve que j'ai trouvé la réponse à cette question. Puisque là, je remonte même encore plus loin. Au niveau d'Al-Saflieni, il y a un grand trilithon vraiment énorme. Pour rappel, c'est une structure de pierre avec constituée de 3 blocs, 2 orthostates et une pierre de couverture, ou un linteau, qui recouvre les 2 pierres qui soutiennent la structure dans son ensemble. Les orthostates, c'est les pierres verticales, et le linteau, la pierre horizontale. Quand je pars de ce trilithon, regardez un peu la distance qui va s'afficher en yards. On est sur plus de 31 800 yards, hein. En termes de distance, c'est énorme. C'est vraiment considérable. Donc forcément, les plus sceptiques parmi vous diront que c'est tiré par les cheveux, mais les faits sont là. Les faits sont là. Voilà ce que j'ai envie de répondre. C'est une théorie, je propose une idée, et je pense qu'elle vaut bien mieux que un grand nombre d'autres idées, parce qu'on sait vraiment pas à quoi servent ces absides. Et là, vous voyez, je continue le trait jusqu'au bout, et j'arrive au niveau d'une petite niche. C'est vraiment dans l'axe. Voilà, en plein dans l'axe. Cette fois-ci, j'ai pas de valeur significative à en mettre ou quoi que ce soit. Et voilà, je suis vraiment bien dedans. J'ai aussi autre chose à ajouter par rapport à cette valeur-là. C'est que j'obtiens 15 miles et 13 miles nautiques entre ce temple et le menhir. Donc, un rapport géodésique, parce que le mile nautique est directement lié aux dimensions de la Terre. Et c'est pas fini, parce qu'il faut décoder le schéma dans son ensemble. Il faut pas le faire à moitié. Ici, vous voyez un petit temple en trèfle à Taherat. Et ben, j'ai découvert quelque chose. C'est que si je partais de là et que je me dirigeais vers cette première abside, parce que c'est pas vraiment un trèfle, c'est un quadrifle, parce que trèfle c'est 3. Si je vais dans une des 2 absides du fond et que je poursuis le trait, là ça m'a vraiment stupéfait aussi. J'arrive dans l'allée de cette église, l'église de la naissance Notre-Dame. Vous voyez, je suis en plein sur l'allée. C'est vraiment impressionnant. Et il y a plus, parce que là j'ai décodé une partie supplémentaire de tout ça. Il se trouve qu'en fait, si je prends cette valeur de 4748 mètres, là je suis au niveau du dôme de l'église, et que je divise cette valeur par 365,25, soit un cycle solaire, eh bien j'obtiens 13. Donc ça veut dire qu'on a l'équivalent de 13 révolutions solaires entre le dôme de l'église et le temple en trèfle de Talgrat, et vous allez voir que le trait se situe dans le prolongement de l'abside de gauche. Voilà, on voit bien ici. Ça, c'est vraiment une immense découverte pour moi. Alors bien sûr, comme je dis toujours, il faut terminer. Donc, qu'est-ce qu'il y a à droite? Je reprends mon trait, je poursuis. Et là, ça va nous amener sur le site de Shemshia, dont je vous ai pas encore parlé, puisqu'il est en grande partie en ruine.
se trouve à cet endroit-là. Bon, j'ai pas marqué l'endroit. Je sais où il se situe. J'ai tellement étudié l'archipel que j'arrive à me repérer facilement. Vous voyez ici, on voit bien la structure en forme de pierre. Et ben, si je me positionne là et que je reviens en arrière, bon, je pense que vous allez deviner. Et ben, ça passe exactement dans l'autre abside. Voilà. Une chose encore plus forte, il y a un petit trou pour laisser passer. En termes de distance, cette fois-ci, j'ai rien trouvé de significatif, mis à part le fait qu'on peut arriver à 3800 yards, si je réduis légèrement le trait, si je me mets ici. Voilà, en gros, si je l'amène là, on peut être à 3800 yards. Mais sinon, si je le mets à cet endroit, j'ai rien trouvé de significatif. On n'est pas loin d'un degré d'arc, exprime en secondes d'arc. Donc voilà, on sait dans quel axe se trouve ce temple, on sait dans quel axe se trouve le temple en trèfle, on sait dans quel axe se trouve le temple Shkorba, on sait dans quel axe se trouvent les deux temples de Gantia, on sait dans quel axe se trouve au moins un des deux temples de Corzine 3. Eh bien, il nous reste là, mais là c'est plus compliqué. Celui-ci, le temple sud, on sait qu'il est aligné sur un axe nord, plutôt est-ouest. Eh ben, j'ai découvert que le temple du milieu était orienté à 45 degrés. Et donc, le temple en trèfle de droite pouvait être aligné sur le menhir de Tamarmora. 45 degrés étant, bien sûr, la trajectoire d'un carré. Et là, j'ai découvert qu'en fait, l'allée du temple d'Agarim pouvait être reliée à l'église Sainte-Marie de Dingli. Si on poursuit le trait, en fait, on arrive ici. On arrive au niveau de cette église. Donc, en fait, pour résumer, j'ai pratiquement tout résolu à ce niveau-là. Et les églises, à travers leur abside, me montrent bien qu'il y a une orientation et une direction bien précise. Sachant que même dans les temps modernes, l'église Saint-Publius qui se trouve là, eh bien, on lui a rajouté en face un obélisque, un grand obélisque. Et l'obélisque a à peu près le même objectif que les menhirs à l'époque moderne, canaliser l'énergie électrique. Et ben là, ça vient être renforcé par cette église qui est pile poil orientée vers cet obélisque. Ou plutôt, je pense que l'obélisque a été orienté, enfin placé devant l'église Saint-Publius. Bien sûr, je vous ai pas montré, mais toutes les églises sont reliées les unes par rapport aux autres. Enfin, la plupart. Il y en a quelques-unes qui sont orientées vers rien du tout. Mais je pense qu'il doit y avoir un lien astronomique. Je dirais que si j'ai encore d'autres percées à faire dans ce domaine, ce sera principalement en rapport avec l'astronomie et peut-être aussi avec la musique. Voilà, ça vient conclure l'ensemble des découvertes que j'ai faites sur Malte. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que certains parmi vous pourront, enfin, il y en a qui pourraient se dire que je suis arrogant. Mais bon, voilà, c'est leur manière de penser. Moi, je suis totalement enthousiaste en fait, parce que j'ai fait comme découverte. Après, ma personnalité, qu'elle vous convienne ou pas, voilà, c'est votre problème. Moi, j'ai fait ces découvertes, c'est des faits. Et là, pareil, je parle à l'affirmatif, hein, j'ai pas peur. Je sais que je crains pas de me faire reprendre à ce niveau-là, ou de me dire que j'ai tort. Sachant qu'en plus, entre le menhir Tamarmora
Et Giantia, je l'ai pas précisé, mais c'est un angle de 52,36. Donc la valeur de la coudée royale, je sais pas ce que je peux apporter de plus, hein. Là, en termes de preuves, il y a tout ce qu'il faut, hein, même pour les plus sceptiques. Les églises, les temples et les menhirs, on a le rôle total, complet. Donc, nous en arrivons à la conclusion. Selon vous, est-ce une succession de coïncidences ou est-ce que ce placement a été fait volontairement par ces anciennes civilisations, ou par cette ancienne civilisation, pour créer une relation entre les sites mégalithiques et qui a ensuite été prolongée génération après génération par les architectes maltais à travers leurs édifices religieux? Et ben voilà, moi ce que je peux vous indiquer en tout cas, c'est que ce que je vous ai présenté n'est même pas la totalité de mes découvertes. Ça représente environ 85% de la totalité. J'en ai fait d'autres qui sont un peu moins importantes, c'est pour ça que je les ai pas signalées ici. Et il y en a d'autres quand même qui sont très intéressantes, mais je peux pas tout compiler. Là, j'en suis déjà à presque 160 diapos, des vidéos de 2 heures. Donc voilà, c'est déjà bien que je vous ai partagé tout ça gratuitement, parce que YouTube, ça ne fait rien gagner d'un point de vue financier. Donc je fais ça généreusement, par une de mes valeurs, à travers une de mes valeurs, je veux dire, qui est le partage. Je pense que la plupart d'entre vous êtes d'accord sur la réponse à apporter à cette question. Les architectes maltais ne s'occupèrent pas simplement de dessiner et calculer les dimensions d'une structure sur un plan, mais également à tenir compte de la distance qui sépare cette structure des autres. Donc on n'a pas que les dimensions internes des structures, mais aussi leur relation à l'extérieur. Et ça, c'est encore plus difficile selon moi, parce qu'il faut vraiment, vraiment se concentrer sur l'emplacement. Et la dimension de la cathédrale, enfin, des édifices religieux a aussi son importance. Parce que si c'est un peu plus petit, un peu plus grand, ça fonctionne pas dans les mesures. Plus tard, à la Renaissance, quand l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem est arrivé sur l'archipel, il transporta également avec lui ce savoir ancien qui fut transmis aux architectes et aux ouvriers afin de produire ce résultat des plus déconcertants. Cela a été transmis entre architectes maltais pendant plusieurs générations, et je vous l'ai prouvé, oui c'est ça, je vous l'ai prouvé de manière formelle. Donc là, pas besoin de parler au conditionnel. Quatrième point, il est important de souligner ici qu'aucune personne n'était autorisée à construire sur un terrain vierge sans l'accord du Haut Conseil de l'Ordre. Tous les architectes de l'époque étaient rémunérés par le grand maître de l'Ordre en personne. Ça montre bien l'influence qu'a eu cet ordre au départ, au moment de l'instigation de ce réseau architectural. Et pour terminer, avant de vous montrer un peu la bibliographie, je voulais vous montrer cette phrase parce que ça résume bien tout ce que j'ai pu découvrir jusqu'à maintenant et ce qu'ont aussi pu découvrir d'autres chercheurs indépendants en astrogéométrie. Il y a aussi une autre possibilité qui pourrait expliquer ce résultat impressionnant. La plupart des architectes de cette époque étudiaient les ouvrages de Vitruve. Or, ce dernier disait: il faut que l'architecte ait des connaissances en géométrie, il doit posséder l'optique, connaître à fond l'arithmétique, être versé dans l'histoire, s'être livré avec attention à l'étude de la philosophie, connaître la musique et être au courant de la science astronomique qui nous initie au mouvement du ciel. Et notamment être versé dans l'histoire, ça me fait penser aux recherches de Didier Colhac, qui met en relation des extraits de la Bible avec des sculptures et des peintures qu'on peut retrouver dans des églises ou des châteaux de France. Et c'est possible que ce soit également le cas à Malte, mais je vous avoue, comme je vous ai dit, que quand je suis allé là-bas, je me suis pas vraiment concentré sur les peintures, les sculptures et tout ça. Donc, peut-être qu'il faudrait que j'y retourne une seconde fois pour m'assurer qu'il y a aussi du codage au sein des édifices. Mais voilà, là je peux pas vous l'affirmer de manière fondamentale. Maintenant, je vous montre rapidement la bibliographie qui m'a servi dans l'élaboration de ce diaporama et qui a aussi contribué à alimenter ma culture générale. Beaucoup de vidéos sur Nura TV avec Howard Crowhurst, c'est une base hein, dans l'astrogéométrie. Éric Charpentier qui est aussi très doué là-dedans. Quentin Leplage, j'ai souvent fait mention de lui. Le livre de référence d'Howard Crowhurst, Mégalithe, principe de la première architecture monumentale du monde, aux éditions Epistemia. C'est toujours mieux d'acheter chez l'éditeur local. En deuxième partie,
Alors là, c'est des articles internet ou des vidéos YouTube qui m'ont permis de relever certaines unités de mesure que j'ai pu ensuite retrouver sur Malte. Comme par exemple la longue coudée, qui vient de Robert Edward Grant, ou la règle de Cain, euh, qu'a redécouvert Quentin Leplat. Quelques livres qui m'ont servi dans mes recherches, Quentin Hughes, The Building of Malta, à l'époque des Chevaliers de Malte, ce qui m'a permis de voir la chronologie de construction des édifices religieux. Gallimard Flavigny Bertrand, Les Chevaliers de Malte des hommes de fer et de foi, ça m'a permis de voir un peu quelles connaissances ils avaient acquises, quels étaient leurs principes, quel était leur but. Jean-François Blondel, des tailleurs de pierre aux francs-maçons, mythe ou réalité. Donc là, je voulais voir à travers ce livre s'il y avait une transmission de connaissances. Et Fernand Schwartz, Symbolique des cathédrales, les éditions du Palais. Ça, c'est le dernier livre de référence qui m'a beaucoup servi. Et pour la localisation des sites mégalithiques, un très bon site internet, Megalithic Portal. Et en plus, il comporte une section où vous pouvez en fait télécharger tous les plugins et les importer sur Google Earth. Il y a des fonctions qui peuvent vous le permettre, ce qui fait que vous localisez plus rapidement chacune des structures. Voilà, cela vient mettre un terme à plusieurs mois de recherche que je vous partage aujourd'hui. J'ai pas mal réfléchi avant de prendre cette décision de partager ces potentielles découvertes et ces découvertes incontestables avec vous, puisque je savais pas trop quelle allait être la réaction de chacun. Malheureusement, j'ai pas eu de commentaires de personne. Donc, je sais pas si vous êtes plutôt d'accord avec moi, s'il y a des choses à nuancer, si au contraire vous êtes complètement contre et que pour vous c'est une succession de coïncidences. C'est pour ça que je posais la question. Quoi qu'il en soit, c'est toujours bien d'avoir un retour. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Ça aide au référencement. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous aimez mon énergie, si vous aimez ce que je présente. Et si je vois que j'atteins pas les 1000 vues pour au moins une vidéo, parce que pour moi ça mérite minimum 1000 vues, ce que je vous ai présenté vu la quantité de travail, je reprendrai pas YouTube. Donc ça mettra un terme à mon activité sur YouTube. Voilà, je me suis montré assez généreux comme ça me fait rien rapporter financièrement. Je fais tout ça dans le bonheur des révélations, parce qu'on est en pleine période disclosure. Mais voilà, je voulais vous montrer ça. Donc n'hésitez pas encore une fois à m'aider en soutenant ce que je fais si ça vous a plu, bien sûr. Je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien.